Bonjour à tous les mordus de hockey. Bienvenue au show où du hockey, on en mange à pleines dents. Bonjour mon cher Ced, comment ça va aujourd'hui? Salut Julien, comment ça va toi? Ça va super bien, ça va super bien. Qu'est-ce qu'on Alright. a au menu aujourd'hui pour ce show-là, Ced? Ouais, c'est un gros show, là. Le hockey, ça Mhm. recommence, ça recommence. On est pas mal excités. Il y a évidemment, on va parler rapidement des Lions de Trois-Rivières qui entament leur camp d'entraînement Oui. bientôt, puis l'alignement est sorti. Ensuite Mhm. de ça, on va parler évidemment de notre pool, là. On parle des choix de pool. On a parlé de ça le dernier épisode, hein, Mhm. les gardiens. Là, on va La s'attaquer poursuite. aux défenseurs. Ouais, on Exact. continue avec les défenseurs. Puis finalement, on va parler du camp d'entraînement qui s'en vient du Canadien, des recrues, puis tout ça. Mais on va commencer Parfait. tout de suite avec l'alignement des Lions de Trois-Rivières. Je Oui, vais vous le parce mettre que en bas, là. vous savez déjà qu'on va vous parler du Rocket de Laval, là, probablement ici un petit peu plus que du Canadien en base. Là. Mais on trouvait aussi également que du côté des Lions de Trois-Rivières, depuis leur arrivée, à part une belle annonce pour le premier coach puis le logo, écoute, on n'a pas eu grand nouvelle de ce qui se passait de ce côté-là, je pense, là, même au niveau médiatique traditionnel. Donc, Ouais. on va s'en faire un devoir de vous amener un petit peu plus d'infos à ce niveau-là. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte de voir là, justement comment ça va se dérouler du côté de Trois-Rivières, puis de m'y intéresser un petit peu plus même, là, par l'entremise du Ben, show aussi. Là. je pense que c'est un peu ça la problématique, c'est que vu qu'on n'est pas, c'est pas mis de l'avant, on parle Mhm. que du Canadien, on parle pas on parle que très peu du Rocket, encore moins des Lions, donc ça devient difficile de peut-être s'intéresser à ça parce qu'on n'est juste pas exposé à tout ce qui se passe là. En plein ça. Mais tu sais, les Lions de Trois-Rivières, depuis qu'ils sont à environ 140 km de distance entre Laval puis Trois-Rivières, là, Oui. en fait, c'est un parfait agencement entre Ligue, East Coast League, la Ligue américaine puis la Ligue nationale, parce que des Mhm. joueurs qui ont des contrats à deux volets dans la Ligue américaine peuvent être transférés chez le Rocket, puis pas chez le Rocket, excuse-moi, chez les Lions. Puis ça Oui. risque d'arriver, là, parce Oui. qu'on voit qu'il va y avoir beaucoup de congestion sur plusieurs plans là, chez le Rocket. Ouais, puis tu sais, c'est loin d'être une ligue de bas étage là, aussi. Là. On Non, non. s'entend, il y a quand même, c'est quand même des joueurs qui ont eu des belles carrières juniors, la majorité, ou qui ont quand même une coupe d'années au niveau professionnel, Ligue américaine et autres. Donc, c'est du bon calibre de hockey là, pour une ville comme Trois-Rivières en plus. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans les environs, en tout cas, moi, je souhaite qu'on va vous donner envie d'aller les encourager un petit peu plus souvent. Donc, Ouais. ça fait partie un petit peu là, des démarches qu'on fait à ce niveau-là aussi pour ça. Donc, super En plus, c'est intéressant bien en tout moins cas. cher. C'est Oui, oui, beaucoup moins vraiment. cher d'aller les voir. Là. On regardait ça, là, 18 Mhm. le billet, là, c'est très abordable là, pour une famille. Là. Oui, puis quelqu'un qui est plus au niveau de la Rive-Sud, là, pour l'être moi-même, là, qui arrive à Trois-Rivières, écoute, vous traversez le pont, je veux dire, l'aréna est vraiment pas loin, Juste là. super Ben non. accessible, donc c'est quand même très facile d'accès. Donc, Oui, vraiment. on vous invite à aller jeter un coup d'œil là, tout au cours de l'année avec les infos qu'on va vous donner aussi. Là, puis peut-être les joueurs à surveiller qui font partie peut-être des Ben, surprises là, qu'on pourrait avoir éventuellement et tout. Là. ben oui, puis les gardiens puis tout ça là, aussi là, qui Mhm. sont. Vu que Dobish puis probablement Primo va être à la Ligue américaine, ben, ça va Mhm. faire descendre les autres gardiens de but qui continuent à se développer. Là. Exact. Les poules, donc, pour ceux qui sont amateurs de pool, que ce soit des keepers, des pool keepers, ça c'est quand on continue dans les années, là, plusieurs années, là, on garde les mêmes joueurs. Mhm. Sinon, les pools avec cap salarial ou même sans cap salarial. Toi, tu avais une bonne liste hein, aujourd'hui à me Ouais, présenter. ben là, écoute, c'est sûr, moi j'en avais sorti plusieurs, là, justement, pour me donner une porte de sortie, là, puis quelques gars à surveiller, qu'ils ont peut-être changé d'équipe, qui pourraient être intéressants. Pas nécessairement des premiers choix, à mon opinion, là, mais Non. des gars qui pourraient bien remplir une brigade défensive de poule, là, puis potentiellement faire plus de points qu'ils en ont fait l'an passé, là, en tout cas. Ça, pas mal Ouais. certain. Ouais, mais tu sais, si on commence déjà avec le total des points, là, Oui. justement, là, ça, c'est les top défenseurs qui ont eu le plus de points l'année passée. Mhm. Puis là-dedans, bon, écoute, j'ai mis Macar, là, mais c'est parce que c'est à cause du nombre de matchs, là, tout simplement. Là. Il n'a Oui. pas fait 82 matchs. Là. Ben, au-dessus d'un point par match, là, ça fait si on analyse par rapport du point par match, c'est le deuxième dans la liste quand même. Là. Fait qu'il faut pas. Ben oui, c'est ça. Là, Eric Carlson, est-ce qu'il va refaire ce qu'il a fait l'année passée avec des joueurs plus talentueux à l'attaque? Pittsburgh, ça Peut-être. peut être intéressant. On a Josh Morrissey qui a été comme, en fait, une révélation pratiquement. Là. On le Mhm. connaissait là, avec les Jets, mais ça reste que
Il a éclos cette année, l'année passée, en fait. Là. Ouais, mais tu sais, ça reste dans la liste de défenseurs qu'on a ici, ça reste un de ceux que je pense qui est un pari risqué, là, personnellement. Oui. Parce que justement, c'est un one-time deal. Combien de joueurs dans la Ligue nationale qu'on a vu avoir des saisons exceptionnelles, puis après signer un contrat et ne plus jamais jouer à la hauteur de ce talent-là ou de cette saison-là. Ça arrive très régulièrement. C'est pas nécessairement ce que je pense de Josh Morrissey, mais je considère que c'est un risque, là, étant donné Winnipeg, là, qui va être pas mal moins fort aussi cette année. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est ça. C'est mon point de vue. Ils ont perdu quelques bons joueurs. C'est sûr que s'il va y avoir un remaniement à ce niveau-là, mais on ne sait pas. Peut-être les autres joueurs vont l'aider. Il y a Fallow. Puis, ça se peut que le revirement jeunesse soit payant au final, là, on s'entend. Mais si on regarde sur papier, c'est une perte de talent là, au niveau de l'équipe là, en ce moment. Ouais. Puis Brandon Montour, s'il reproduit ce qu'il a fait l'année passée, je pense que c'est un excellent choix à prendre, surtout qu'il n'est pas très dispendieux. Là. On l'avait déjà parlé dans un épisode précédent. Là. C'est pas cher. Dès qu'on parle de pool à salaire, je pense que ça devient un risque vraiment intéressant, Brandon Montour. Parce qu'il devrait continuer à avoir le temps de glace qu'ils lui ont donné au niveau du power play cette année. Ils ont fait l'acquisition d'un autre défenseur qu'on va parler un petit peu plus tard aussi, là, qui pourrait potentiellement y voler quelques points au niveau de la production en power play. Mais bon, avec la façon que ça a terminé, puis ce joueur-là, en queue de poisson, je ne suis pas convaincu qu'il va voler tant de minutes de jeu à Brandon Montour. Donc, ça peut devenir quand même un choix intéressant, là, Brandon, pour ça. Là. Ouais, donne pas trop d'indices, là, sinon... j'ai gardé ça clean, là. Fait que, ça fait le tour, tu sais, parce que Eric Carlson, Josh Morrissey, Quinn Hughes, Hamilton, même Dougie Hamilton qui continue à produire, Miro Iskanen, puis évidemment les McCarr, Fox et autres. Ça reste pas mal des sure shots, là, en principe. Là, peut-être Montour puis Morrissey. Tous les gars ici, à part les deux qu'on a spécifiés, je pense que leur situation d'équipe s'est améliorée. Si on parle de Vancouver, je pense qu'ils ont enlevé beaucoup de bois mort puis beaucoup de choses qui étaient peut-être qui n'allaient pas bien, qui envenimaient le vestiaire potentiellement. Donc, Quinn Hughes devrait avoir quelque chose de semblable, selon moi, cette année. Dougie Hamilton, même chose, l'offensive a été grandement améliorée du côté de New Jersey. Donc, potentiel peut-être encore un petit peu plus de Dougie Hamilton, peut-être. Miro Iskanen, c'est son nombre de minutes là, qui peut faire peur des fois. Donc, oui, beaucoup de points, mais joue énormément de minutes dans un match. Je crois que c'est le défenseur dans l'année dernière qui a peut-être le plus de minutes de jeu en moyenne, ou presque. Là, il est dans le top, ça c'est clair. Puis, c'est peut-être ça qui peut nuire à sa production offensive. Puis Adam Fox, avec les Rangers aussi. Donc, lui ici, il a le feu vert là, du côté des Rangers. Ça devrait être bien intéressant de regarder cette compétition-là avec tous ces hauts pointeurs là, chez les défenseurs l'an dernier. On ne peut pas trop se tromper, disons. Là. C'est sûr que le salaire, des fois, ça peut être un peu fatigant. Là. Exemple, Carlson, ça te book un salaire, une cap salariale assez vite. Là. Mais sinon, on va y aller avec mes choix. Moi, j'ai sorti quelques joueurs que habituellement je vais prendre dans mon pool. Là. Puis je pense que cette année, ça va être des choix assez intéressants. Pas toutes première ronde, c'est-à-dire que ce pas tous des joueurs que je vais prendre tout de suite au départ, mais s'ils sont disponibles 3-4 rondes plus tard, ça peut être des choix intéressants. Bon, Mikhail Sergachev, c'est sûr qu'il va faire plus de points. Mais en tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il va faire plus que 64 points cette année. Je crois que ça a été l'année de consécration sur le powerplay pour Sergachev, là, comparé à Edman, justement pour économiser des minutes à Victor Edman, là, pour pouvoir l'avoir plus en shape, plus longtemps dans l'année. Pour les séries. Exact. Je pense que c'est là que Sergachev va prendre son importance cette année, justement. Oui, exact. Fait qu'en ayant plus de minutes, automatiquement, j'ai l'impression qu'il va faire un peu plus de points. Est-ce que ça va être un joueur d'un point par match? Peut-être pas, mais un défenseur, déjà, quand il atteint le cap des 70 points, là, ça vaut de l'or dans un pool. Là. Définitivement. Suite à ça, Charlie McAvoy a eu une moins bonne année en termes de points. Là. En termes de, pour ce qui est du reste, là, si je regarde, là, McAvoy, il est à plus 29, donc c'était pas un problème au niveau de sa défensive, mais j'ai l'impression qu'il va faire plus de points cette année, il va se reprendre parce que il y a eu des joueurs qui sont partis évidemment avec les Bruins, puis il n'y aura pas le choix de step up pour essayer d'augmenter puis de feeder ces joueurs-là comme Pasternak puis Marchand. Je pense que lui aussi, de son côté, là, à Boston, ça a été quand même une année où on lui a donné un peu plus les reins. Le McAvoy, il n'a pas été repêché pour ça nécessairement. Là, on s'entend. C'était pas
c'était pas sa plus grosse qualité, son jeu offensif quand il était repêché. On savait qu'il avait un talent, on savait qu'il avait la capacité de le faire, mais ça prenait quelques années pour maturer. Puis je pense que c'est pas mal là qu'il est rendu au niveau de vraiment devenir le corps arrière de cette équipe-là à 100%, avec Hampus Ledon à côté de lui là, qui peut assurer un côté plus défensif maintenant. Là, je pense qu'on peut. C'est ça. C'est un cheval qu'on peut laisser lousse maintenant, Charlie. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à le prendre là, rapidement, parce qu'en plus, il n'est pas très dispendieux non plus. Ce n'est pas un joueur qui va prendre une grosse place sur le cap. Suite à ça, Vince Dunn, qui est un peu sorti. Il n'est pas sorti de nulle part, mais avec les Kraken de Seattle, quand même, on s'attendait à rien de cette équipe-là l'année passée. Ouais. Il a quand même réussi à faire 64 points, ce qui est quand même très bon là, pour un défenseur comme lui. Là. Oui, vraiment, il bouge super bien la rondelle, Vince Dunn. C'est quelque chose d'assez impressionnant pour ça. Je pense que son gros défaut a toujours été la qualité de son jeu défensif. Donc, c'est là que si on a un pool où on calcule les plus et moins, ben là, Charlie McAvoy est une super bonne option avant. Vince Dunn, lui, en est une moins bonne si on prend cette optique-là. Mais, il a été chanceux l'année passée, là, d'après moi, là, parce qu'il était sur des minutes qui valaient la peine. Là. Il a quand même plus 28, ce qui est un peu un outlier. C'est pas régulier là, pour Vince Dunn. Ben là, le Kraken a eu une saison vraiment impressionnante l'an passé aussi. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Exactement. Parce que l'année précédente, moins 21, là, on s'entend que une grosse différence. Les deux extrêmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc, puis finalement, Noah Dobson, tout simplement parce que l'équipe est bâtie autour de la défensive, elle est vraiment bâtie avec un gardien comme Sorokin aussi. On s'entend que ça l'aide beaucoup. Là. Mais je pense que Dobson va continuer encore sur sa lancée, de devenir un petit peu plus offensif, puis de bien passer, faire la première passe là, importante pour peut-être Barzell faire plus de points, ça va l'aider, là, tout simplement. Là. Mais définitivement, ici aussi, là, on parle des Highlanders, c'est Ryan Pollock là, qui avait cet espace-là avant, plus sur le power play et tout. Donc, on parle aussi d'une émergence là, pour Noah Dobson au cours de l'an passé. On sait qu'il y a ces qualités-là au niveau offensif, mais est-ce qu'on était prêt à lui donner le temps nécessaire pour qu'il le mette en valeur? Je pense on est un peu rendu dans cette transition-là au niveau défensif là, chez les Highlanders. En tout cas, j'ai l'impression que ces 4 joueurs-là, c'est des bons joueurs à prendre, surtout si vous avez d'autres personnes dans votre pool qui pensent à prendre des gars du Canadien ou quoi que ce soit, laissez-les les prendre, aller chercher ces joueurs-là. Sergachev devrait être parti vite, là, mais les 3 autres là, pourraient être des surprises. Il y en a qui les oublient aussi. Là. Oui. Écoute, l'année passée, petite parenthèse comme ça, je me suis ramassé avec Pasternak, tout le monde l'avait oublié. Oui. Il a comme passé en dessous du radar. Moi, je suis allé le chercher, je pense, 4e ronde. C'était n'importe quoi. Pour des joueurs qui produisent comme ça, là, en effet, là, quand tu réussis à avoir des petits oublis comme ça. Puis, tu sais, je pense que ça fait partie de ça. Noah Dobson, là, clairement, 49 points avec le temps de jeu, devrait avoir de plus. Ça pourrait être un défenseur que pas grand monde va aller. Donc, vous pourrez dire que vous l'avez vu sur Bordy de hockey, cette suggestion-là. Excellent point, ça. Donc, Julien, je vais y aller avec ta liste. Ta liste. J'ai juste oublié de mettre Evan Bouchard. Là. Je peux aller chercher son nombre de points. Là. Regarde, je l'ai pas loin ici. Là. Je l'avais. Il a fait 40 points en 82 games l'an dernier, dans le fond. Donc, les deux dernières saisons, 43-40. Donc, je pense que c'est la progression de son rôle aussi, Evan Bouchard. Je pense que l'an dernier, on a vu des beaux flashs de son côté. Encore là, c'est pas des défenseurs à prendre dans les premiers nécessairement, là, à part peut-être pour Roman Ozzy à la fin de la liste. Là. Mais simplement, c'est les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'il devrait avoir plus de temps de qualité que Darnell Nurse au niveau offensif, parce que c'est vraiment sa plus grande force à Evan Bouchard. Je pense que c'est aussi la saison. Là, je fais 4 fois que je le dis, là, mais je pense aussi c'est aussi la saison où il devrait avoir le lead de cet avantage numérique-là au niveau de la pointe. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'highlighter, de le sortir du lot. Puis pour les deux prochains... non, c'est ça. Au niveau salarial encore, c'est pas... c'est en bas de 4 millions, 3,9. Là, fait que ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Ça peut être un bon rapport qualité-prix. Les deux prochains, c'est plus des bounce-back, des joueurs qui peuvent peut-être avoir un retour intéressant. Donc, on parle d'Ivan Provorov. Il jouait des grosses minutes super importantes avec les Flyers. Ça commençait à mal fonctionner de ce côté-là. Les Flyers voulaient la reconstruction. Maintenant, avec Columbus, donc quand même une équipe très jeune qu'on ne voit pas performer beaucoup au niveau des points.
Mais Werenski étant si souvent blessé, je crois que justement l'arrivée de Ivan Provorov, là, ça va peut-être permettre justement, du moins à faire pas mal certainement plus que 27 points cette année. Là. Donc c'est une des raisons pourquoi je l'ai mis là. Je pense que le prorata de ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il a le potentiel de faire est quand même très élevé. Donc ça peut devenir un beau risque à prendre là, plus tard dans votre draft. Olivier Ekman-Larsson, un peu la même situation. C'est compliqué, là. Ouais. Oui, c'est ça. Là. Ben, dans le fond, 54 parties l'an dernier. Après ça, son contrat a été racheté. Donc, c'est pas nécessairement qu'il a plus le potentiel d'être un bon joueur. Je pense que clairement, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec son éthique de travail, en tout cas, avec les relations avec les autres joueurs dans son équipe. Sûr qu'il y avait quelque chose là-dedans qui ne fonctionnait pas. Là, il arrive en Floride, donc c'est de lui que je vous parlais tantôt par rapport à Brandon Montour. Donc, il arrive en Floride avec un peu un spot ouvert pour l'avantage numérique. Si ce n'est pas sur la première, c'est la deuxième vague, clairement. Donc, Montour, je pense, est blessé aussi pour le début de saison encore. Aaron Ekblad, on n'est pas certain aussi du côté défensif. Donc, c'est un défenseur qui pourrait avoir plus de minutes qu'on pense, qui pourrait peut-être performer au niveau offensif un petit peu plus qu'on pense aussi. Donc, c'est vraiment pour ça que je l'ai intégré là, dans la liste. Là. C'est un excellent point parce qu'en plus, il ne va pas être cher. Donc, même la Floride, quand tous ces défenseurs-là vont revenir, ils n'auront pas besoin de s'en débarrasser ou essayer de trouver une solution parce qu'il est en bas de 2 millions. Là, donc, c'est ça qui vaut la peine avec ce défenseur-là. Puis, il ne faut pas oublier, il a déjà fait plus de 40 points là, à 2 reprises. Là, donc, reste un choix qui est très, mais au prix qu'il coûte, surtout quand on arrive vers la fin, ça peut être un bon défenseur pour venir combler là, ce qui manque là, dans votre pool. Oui, clairement. C'est sûr que si vous jouez avec des plus et moins, par contre, ça ne vaut même pas la peine de penser, je pense. Attends, il faut balancer l'attente. Moins 17, moins 24, ouais, non, on va oublier ça. Ouais, c'est ça. Donc, si vous calculez les plus et moins, c'est même pas un risque à prendre. Là. Je pense que le prorata de rendement ne sera pas assez bon, mais quand même, si c'est purement les points par rapport au salaire, je pense que ça peut être un risque calculé qui fait beaucoup de sens. Surtout si vous avez un spot ou deux pour les blessures. Là. Souvent, dans un pool, là, on a ça. Ou un spot ou deux, un ou deux défenseurs qui ne comptent pas dans le pointage total. Là, ça peut devenir un très beau risque à prendre dans ces défenseurs-là. C'est un bon point. Mike Matheson, c'est un autre très bon choix. Là. Ben, Mike Matheson, je l'ai glissé là. Si vous êtes un gros fan du Canadien puis vous tenez à avoir un gars du Canadien qui est quand même productif, je pense que ça va être le choix parce que Mike Matheson a fait 34 points en 50 quelques parties, je crois, l'an passé. Attendez un petit peu, je l'ai ici. C'est pour ça que je regarde de côté. Là, j'ai les stats de l'autre bord en 48 matchs. Donc, points par match. Là, il est dans le top 20 de la Ligue nationale au niveau des défenseurs quand on parle de points par match. Puis, je crois que dans un pool, c'est un défenseur qui peut très bien glisser plus loin que 20e défenseur piqué dans le pool. T'sais. Donc, si vous êtes rendu qu'il y a à peu près 25-30 défenseurs de sortie et que Matheson n'a pas été choisi, let's go. C'est votre choix. N'hésitez pas. Surtout qu'il devrait avoir plus de temps de jeu encore avec les Canadiens cette année. En tout cas, plus de minutes de qualité. Oui, c'est ça. On n'a pas vu le camp encore. On n'a pas vu les jeunes aller. C'est pour ça que c'est un risque un peu ce que je vais dire présentement. Là. Mais je suis convaincu, pas loin pour l'instant, avec les discussions, que ça va être lui, le corps arrière, en avantage numérique pour toute l'année. Peut-être à la fin de la saison, une arrivée de Logan Mailloux, c'est une belle saison, ou une arrivée de Lane Hudson, qu'on pourrait donner plus les minutes. Mais encore là, ça va être pourquoi 10, 12 matchs en fin de saison à peu près. Là, donc, Mike Matheson va avoir majoritairement toutes les minutes, je pense. Nous, on a écouté cette semaine Frank Well, évidemment. Oui. Puis qu'on voit dans le coin en haut à gauche, là, le podcast hockey. Dans ce coin-là. Puis évidemment, on parlait justement des paires de défensives. Là. Si Mike Matheson est mis avec un joueur défensif, on parle d'un Savard, disons, c'est sûr qu'il va avoir le champ libre pour aller à l'avant puis se porter à l'attaque. Puis évidemment, le temps de jeu en avantage numérique, ça va être le corps arrière, en tout cas pour une bonne partie, à moins que Goulet prenne la place. Mais moi, je vais être honnête, là, je vois vraiment Matheson jouer avec Savard cette année, toute l'année pour le ça. Donc, j'ai d'autres paires en tête pour les autres défenseurs. Écoute, on prendra le temps d'en reparler ou gérer d'en parler avec Frank éventuellement. Là, mais je pense que certains gars qu'on voit à Laval vite qui n'ont pas d'affaires à Laval cette année, je pense. Fait que c'est ça. Je suis bien curieux de voir ce qui va se passer en défensive de ce bord-là.
Ouais, moi aussi. Puis là, dernier point, là, c'est pour tous ceux qui ont des keepers. C'est pour tous ceux qui ont des caps salariales à respecter Oui. et qui veulent avoir une coupe de recrues. Là. Donc, Ça on peut parle des new progresser. kids. Qui Ouais, peuvent progresser au cours des années, dans le fond. Là. déjà cette année. Bon, il y a Jake Sanderson, on a entendu parler récemment. Il a signé un gros contrat. Ouais. Donc, 20 ans avec un contrat de 8 millions par année, c'est extrêmement bon. En tout cas, tant mieux pour lui. Maintenant, il va falloir qu'il se prouve. Là. Son avenir financier est assuré. On va Oui, dire ça comme ça. exactement. Mais sinon, si on regarde toutes les autres, Owen Power. Owen Power, c'est un allié Ouais. gauche. Là, il est en dessous de Darlin avec les Sabres de Buffalo, mais je pense qu'il va quand même avoir beaucoup de minutes, puis ça va lui permettre d'encore évoluer, puis peut-être atteindre 45 points, 50 points cette année. Ouais. Donc, je le vois être un très, très bon défenseur à apprendre, surtout au salaire là, d'entrée là, pour un joueur comme celui-là. Vraiment. Bowen Barham, Moritz Seider, Luke Hughes, David Jiricek, c'est tous des défenseurs. Si on regarde Bowen Barham et Moritz Seider ont aussi de l'expérience, un peu comme Owen Power. Puis après ça, c'est tous des nouveaux. Là. Oui. Donc, évidemment, Caden Goulet. Là, mais si on regarde tous ces joueurs-là, d'après moi, ils vont tous faire la saison. Là, il y a potentiellement Simon Nemec et Luke Hughes qui vont jouer même ensemble. Ouais. Peut-être même sur la même paire à l'année, là, ou presque. Imagine. Donc, ça peut devenir très intéressant au niveau. Les deux ont un beau potentiel offensif. Je pense que Nemec est un petit peu au-dessus de Luke Hughes. Sauf que Luke Hughes a tellement le gabarit et la force, peut-être la puissance que Simon Nemec n'a pas. Donc, je pense que ça peut très bien fonctionner. Peut-être qu'ils vont essayer d'en mixer un des deux avec Hamilton. Mais je pense à Luke Hughes, en fait, là, avec Dougie Hamilton, qui pourrait devenir une super belle paire, eux autres aussi. Là, c'est un très bon point. Bien impressionnant à New Jersey, là, la brigade défensive qui s'en vient là. Puis quand on regarde, par exemple, Jamie Drysdale avec les Ducks, c'est une équipe, il n'y a pas personne là-bas. Là. On a récemment, évidemment, à Toronto, ils sont allés signer Klingberg, donc il n'est plus avec les Ducks. Il n'était plus déjà à la fin de la saison suite à son échange. Mais reste que Jamie Drysdale, je pense qu'il va avoir des bonnes minutes. Il va pouvoir jouer déjà à sa première année complète. Là, un peu plus de temps de glace. Ça devrait lui permettre d'avoir beaucoup de points. Jiricek avec Columbus, donc avec les Blue Jackets. Encore, tu n'avais parlé justement de ça. Il y a des défenseurs qui sont souvent blessés. Donc, pourrait prendre des minutes là, qui est potentiellement, elle va être sur le deuxième duo. Là. Oui. Ce genre de défenseur. Oui, puis il va tellement jouer avec une belle brigade de jeunes. On parle de Johnson, Fantilli. Écoute, là, il y a un beau noyau de joueurs en croissance à boule avec Patrick Lane aussi qui est présent. Il ne faut pas l'oublier. Il a quand même eu des belles saisons. Les deux dernières saisons, quand même, été pas nécessairement exceptionnelles, mais ça a été un bon joueur de hockey. Là. Aussi, donc il faut lui donner ça, le temps de se replacer après. Là. Finalement, pour ceux qui le connaissent moins, Simon Edvinsson, c'est un joueur qui appartient à Détroit. Donc, cette année, ils ont déjà dit qu'il allait lui donner sa chance. Donc, c'est le temps pour lui de se prouver puis de commencer sa saison. Il a seulement 20 ans, 6 pieds 6. Hein. C'est tout un défenseur, là, grand défenseur. Oui, ben c'est un joueur qu'on voyait très gros à son année de repêchage aussi, là, si je me souviens bien. Là, il a été repêché 6e. Donc, Détroit est un peu habitué à aller chercher des bons défenseurs là, très tôt dans le repêchage. Là. On pense à Moritz Seider. Simon Edvinsson, c'est le deuxième là, qui va venir jouer. Là. Très hâte de voir ça. Fait que, si on regarde... un beau talent, lui aussi. Là. Une belle saison en HL l'an passé quand même aussi. Fait que... Puis si on regarde dans tout ça, là, toi, lequel tu irais chercher? Écoute, dans les choix qu'on a ici, c'est sûr que Moritz Seider est déjà plus établi que les autres. Là. Je pense que c'est la valeur la plus sûre dans la liste qu'on a là. Sinon, ceux qui devraient avoir le plus de temps de glace payant, mettons, je pense que David Jiricek devrait être la surprise. T'sais, ils n'ont pas vraiment de gars en power play qui peut être le joueur. Jiricek n'a pas nécessairement encore là, c'est pas pour ça qu'on l'a repêché plus qu'il faut. Mais s'il y a quelques minutes chanceuses avec les joueurs de son année, les jeunes, est-ce qu'il va voler la place à un Provorov ou à un Severson qui viennent d'aller chercher? Écoute, ça peut devenir un risque intéressant. Sinon, c'est Drysdale qui va avoir tellement toutes les minutes. Là. Donc, je ne vois pas personne avoir plus de belles minutes offensives que Drysdale après. Là. Ça, c'est sûr, certain. Moi, je te dirais Luke Hughes, tout simplement à cause de sa saison.
pas sa saison, mais plutôt ses séries. Comment il s'est Ouais. comporté. J'ai l'impression qu'il va vouloir manger les bandes cette année. Là. Ça va être un défenseur à regarder. Puis non seulement pour ça, on a entendu entre les branches, là, Luke Hughes est comparé un peu avec Lane Hudson, pas en termes de gabarit, mais en termes de style de jeu. Juste pour ça, je le prendrais, juste pour être en mesure d'être un peu plus, à le regarder un peu plus souvent. Puis de devoir regarder un peu qu'est-ce qui se passe avec lui, juste pour avoir peut-être un petit comparatif là, potentiellement là, dans le futur. Ouais, ben c'est sûr, c'est un gars qui bouge super bien la rondelle, il y a Luke Hughes. Encore là, à son année de repêchage, c'était pas nécessairement le point fort parce qu'il est grand. Il est grand et gros. Ouais. En fait, c'est le plus massif de toutes les Hughes de la famille. Là. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a des attentes un peu différentes. Est-ce qu'il y avait la rapidité de Quinn à Vancouver? Je pense qu'on n'est pas là non plus. Non, Mais il a au un bon coup de niveau... patin. Son C'est coup de ça. patin se ressemble beaucoup. Fait que c'est ça qui l'aide beaucoup. Là. Oui, exact. Je pense qu'il y a beaucoup une bonne technique de patin, une bonne première passe, une bonne vision de jeu, une bonne intelligence au jeu. Je pense que c'est pas mal typique de la famille au complet. Là. Puis ça devrait paraître là, du côté de New Jersey aussi. Là. Oui, vraiment. Puis Caden Goulet, il devrait se ramasser sur le deuxième petit duo. Là. Je ne verrais pas pourquoi il serait pas là. Donc, à moins qu'il soit blessé, je pense que ça va être quelqu'un qui va ramasser quand même des bons points. Tu sais, on a vu des beaux flashs là, de Caden Goulet l'année passée. Là, autant pour faire des passes que monter à l'emporte-pièce même. Là, il était capable de monter. Je pense que c'est beaucoup des choses qu'on ne s'attendait pas nécessairement de lui. Mais est-ce que c'est ça le plan du côté du Canadien? Écoute, j'ai des doutes. Je pense qu'on veut utiliser ce gars-là comme un shutdown défenseur. Je pense que c'est le plan du Canadien pour ce défenseur-là. Donc, mais oui, là, c'est sûr que s'il est en santé, je pense qu'inévitablement, il va quand même avoir des points intéressants. En tout cas, il y a un bon avec Mike Matheson. Là, donc, il peut juste regarder ce qu'il fait puis lui demander des conseils au pire. Oui, oui, mais dans l'optique d'un keeper, par contre, là, ça pourrait peut-être être intéressant. On s'entend. Exactement. Donc, ça fait pas mal le tour pour tout ce qui est défenseur. J'espère que vous avez aimé ça. Puis, n'hésitez pas à prendre ça en note parce qu'on ne sait jamais dans vos poules. Là, des fois, ça arrive là, qu'on arrive en 6e, 7e, 8e ronde, puis il y a des joueurs que ça a passé sous le radar. On n'est plus certain. Oui, c'est ça. Oui, ça vaut la peine de les prendre en note puis de les avoir sous la main. Donc, avant de passer au prochain sujet, je voulais juste un peu donner un petit rappel. Là. Mordu de hockey, on est content que vous soyez avec nous. On aime ça que vous nous suivez, tout ça. Puis on n'aurait pas pu faire ça sans Frank Well. Fait que c'est pour ça qu'on le voit un peu partout sur l'écran, là, en haut à gauche, en bas. Donc, son Patreon, Buy Me a Coffee aussi. Donc, Frank Well nous supporte à 100%. Il va venir faire son tour environ, on va espérer une fois par mois minimum. Hein? Ouais, c'est l'espoir, c'est l'objectif. Là, on verra après comment que la saison se déroule et tout, mais c'est ça. Exactement. Puis si vous voulez en savoir plus sur le Canadien, c'est la chaîne à aller voir, là, surtout en français, parce qu'il y a toutes sortes de chaînes, mais tu sais, Frank Wells, il se fait un devoir de parler en français puis d'avoir des invités qui sont francophones aussi. Donc, je vous invite à aller le voir. Je pense qu'un autre point fort là, au niveau du podcast, c'est la communauté. Écoute, c'est des vidéos live, super belle communauté, ça discute. Les modérateurs font une grosse job pour garder ça clean tout le temps. Donc, je pense à nos amis Nap, Doc, fan numéro 1. Bon, là, pour ne nommer que ceux-là. Mais c'est ça. Donc, c'est une belle communauté, on a bien du fun. Même si on devient de plus en plus nombreux, on garde ça clean, on garde ça le fun, on garde ça respectueux. Puis, grosse raison pourquoi là, c'est super intéressant là, dans un moment où on dirait que tout le monde avait envie de s'arracher à la tête. Là, là, on se donne de l'écoute, puis on partage, puis on discute et on débat en toute sérénité. Oui, exactement. Puis nous, on va continuer, en fait, à avoir ce podcast-là les vendredis à 11h45. Puis on va les mettre en première toujours. Comme ça, on peut discuter dans le chat. Donc, si vous avez l'occasion de le voir en live, là, c'est pas live, là, donc on ne pourra pas répondre à vos questions, là, mais on va le répondre dans le chat, par exemple. T'sais, moi, je vais être là. Moi aussi, probablement, la majorité du temps, je devrais être présent dans le chat les vendredis. Donc, on vous invite à venir discuter avec nous autres. C'est pendant l'heure du dîner, donc tu sais, la petite sandwich sur le bord de la table, puis let's go, on va se parler. En plein ça. Fait que prochain sujet, je voulais parler du camp des recrues qui s'amorce, en fait, très bientôt. Là. Moment excitant de la saison, tu en as parlé au début du show. Écoute, là, moi, c'est le moment de la saison, autant pour la température, autant pour, écoute, au Québec, là, c'est le moment de l'année que je préfère à chaque année.
le début de la saison de hockey, bon, je suis moins fan de football, mais c'est quand même, j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui trippent là-dessus. Fait que, il y a un engouement spécial là, pour cette période-là de l'année. Là. Ouais. Le camp, il recommence en fait le 13 septembre. Donc, pour ceux qui se le demandaient, là, ça va être un court camp des recrues qui devrait être, en fait, si vous regardez là, sur le texte que j'ai ajouté ici, là, donc on a la rentrée le 13 septembre. Donc, c'est là qu'on va voir ceux qui sont en forme et qui peuvent entamer le petit 3 matchs là, qui va arriver avec le Canadien mixé avec les gens du Rocket et tout ça. Là. Donc, le 15 septembre, on va avoir contre les Sabres à 19h. Regardez bien les heures, là, parce que le 16 septembre contre les Bruins, c'est à 15h30. Puis le 18 septembre, avec les Sénateurs, c'est à 13h30. Ouais. Donc là, on devrait avoir les vedettes. Tout le monde devrait être pas mal là au niveau des recrues. Là. Autant ceux qui vont aller avec le Rocket qu'en Europe après. Là. C'est là que ça va être vraiment intéressant de voir justement là, probablement tous les nouveaux joueurs qu'on est allé chercher pour le Rocket aussi. Si on parle à Nathan Légaré, je pense qu'au niveau AHL, Nathan Légaré, c'est vraiment un joueur dominant quand même. Là. Donc, ça va être le fun de voir à quel point il peut peut-être tester nos jeunes joueurs, puis peut-être les pousser dans leur retranchement, puis voir que c'est ça, si nos jeunes comme Emil Heinemann et autres sont vraiment matures pour la Ligue nationale ou s'ils sont encore. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Là. Y a-tu un joueur à part lui que tu vas surveiller là, attentivement pendant ces matchs-là? Parce que c'est ça qui est le fun. Hein? C'est des matchs contre l'adversaire, donc là, tout est permis. Là. Des vrais matchs. Mais écoute, moi, je pense que les deux gars sous-estimés, c'est sûr, sous-estimés, entre guillemets, là, mais qu'on parle peut-être potentiellement d'un spot à Montréal qui pourrait voler. Je pense que les deux qui ont le potentiel de le faire, c'est Joshua Roy puis Owen Beck? Emil Heinemann, ok, excuse-moi. Ouais, mais purement, parce que Owen Beck, je pense que c'est un jeu de circonstances. Si Owen Beck finit par se voler un spot, c'est vraiment un jeu de circonstances parce que c'est un bon joueur de centre qui pourrait être régulier sur une troisième ligne sans faire mal à l'équipe. Même si il n'a pas accès à la Ligue américaine non plus. Là, fait que c'est ça le problème. Ouais, c'est vraiment ça le problème. C'est plus dans cette optique-là, pour moi, il pourrait bénéficier d'un petit passe-droit envers d'autres joueurs. Sauf que si on parle de talent brut puis de maturité, je pense que c'est vraiment Joshua Roy et Emil Heinemann qui ont une opportunité de peut-être surprendre plus vite que prévu. Là. Je pense que le plan avec Joshua Roy, c'est quand même qu'il passe une année à Laval, par contre. Fait que ça va vraiment falloir qu'il force la main. Puis, je pense que l'expérience de Guillaume Latendresse est encore présente dans nos esprits. Hein? Ben, c'est ça. Puis je pense que le Canadien aussi se souviennent de cette histoire-là. Puis même si on crie Roy d'instant parce qu'il a fait 6 buts en 5 games ou quelque chose comme ça. Ça. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense pas que le Canadien va succomber cette fois-là. Ça, c'est mon point de vue. J'espère pas. J'espère vraiment pas. Là, parce que là, ça va faire. Là, mais on s'entend que ça serait quelque chose qui ferait en sorte que là, ça ferait. Il y a plusieurs partisans qui feraient ah, ben là, on n'a plus besoin de personne pour trouver qui jouait avec Caulfield et Suzuki. T'sais. Ça prendrait pas grand-chose pour que les partisans partent en peur. Là. C'est ça que je veux dire. Ben, c'est parce que l'affaire avec Roy, puis c'est un très bon point. Là. On va penser à Connor Bedard quand il a joué avec lui pendant le tournoi. Là. La première chose qu'il a dit, c'est j'adore jouer avec ce joueur-là. Il est tellement intelligent. Il voit toutes les passes possibles. Il est écœurant. Il facilite le jeu des autres. Ouais. Ce qui va arriver, c'est que là, dans un camp d'entraînement où on s'entend, ça frappe un petit peu moins, là, à part quelques exceptions comme Jacky qui démolit tout le monde. Là. Mais en règle générale, là, c'est vraiment plus dédié à OK, on va montrer un peu ce qu'on est capable de faire. Ouais. Puis là, Joshua Roy pourrait là, vraiment performer, comme tu dis, faire beaucoup de points dans peu de matchs. Vraiment. Puis là, oui, OK, forcer la main, là, mais moi, mettez-le pas plus que 10 matchs, s'il vous plaît. Là. Ouais, ben c'est. Je pense que c'est le plan. Donc, est-ce que le Canadien va succomber à cette pression-là? Ou, si on passe à Slavkovski l'an dernier, le plan, c'est de le garder. Ouais, le plan n'était pas de le faire jouer des mineurs. Est-ce que c'était le bon plan? Là, avec du recul, on peut tous se dire que je pense que non, c'était pas le bon plan. Mais est-ce que cette année, ça va finir par être payant quand même? Fort potentiellement que oui, parce qu'il a quand même travaillé avec les même s'il était blessé. Je veux dire, il s'est entraîné puis il a travaillé avec les professionnels tout le temps. Donc, est-ce que ça va finir par être payant? Je pense que oui, pareil. Bon, est-ce que, comme je dis, est-ce qu'on peut discuter si c'était le bon plan ou pas? Écoute.
Ben, je pense que c'est une question de circonstance aussi. Là. Quand on regarde la plupart des premiers choix au repêchage, ceux qui ont commencé tout de suite là, leur carrière, première année, c'était dans la Ligue nationale. Ouais. Le seul récemment, il y a Owen Power qui a fait une année de plus dans la NCAA, Oui. mais sinon Ça, les c'était autres. son Là, choix à lui aussi. Là. exactement. Puis ça reste que c'est un défenseur, c'est un peu différent aussi. Là. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu déjà commencer avec les Sabres, puis il l'aurait sûrement fait jouer tout de suite. Ouais, Donc, oui, c'est il rendu jouait une déjà nouvelle avec des mode. adultes et tout. Là, fait que... Connor Bedard, cette année, ça joue tout de suite. Là. Il Ouais. va déjà être dans la ligue. Là. Donc, Oui. si on regarde la tendance, c'est ça. Maintenant, est-ce que dans le cas de Slavkovski, il aurait pu permettre une coupe de match dans la Ligue américaine? J'ai l'impression que le fait qu'il soit blessé, c'est ce qui a fait en sorte que ça a changé les plans un petit peu. Là. Aussi. Il aurait probablement été faire un petit tour dans la Ligue américaine pour ramasser des points, refaire sa confiance. Puis en revenant, ben là, il y aurait peut-être toute défaite. Là, on ne sait jamais. C'est fort possible aussi. C'est des oui-dire. On ne saura jamais. Non, mais c'est ça. Mais pour revenir à Roy vite, je pense que le plan, Ouais. c'est qu'il joue à Laval. Donc, même s'il brise tout, je ne m'attendrai pas à ce que le Canadien ait envie de le garder en haut. Je pense que s'il y a un spot de libre réellement, ils ont les bras grands ouverts avec Emil Heinemann, je crois, présentement. Ouais. Mais bon, il va falloir qu'il performe à la hauteur de ce qu'il est capable et qu'il montre qu'il est plus mature que les autres aussi. Il va falloir qu'il le démontre au camp. Puis je pense que c'est son spot à perdre pour l'instant, Emil Heinemann. Ouais. Ben, effectivement. Puis, c'est sûr qu'on a des joueurs qu'on aimerait ça pas voir jouer. Là. Fait que s'ils peuvent être sa passerelle pendant ce temps-là, ça serait peut-être mieux. Puis que des Heinemann soient là. On finit par se débarrasser d'Armia puis de d'autres joueurs comme ça. Écoute, c'est Evans souvent blessé. C'est ça, là. Ça se peut qu'il y ait certains de ces joueurs-là qui aient l'opportunité de monter. Faut pas oublier Elias Anderson, là, qui a déjà eu des maudites belles années aussi, là, plus jeune, un méchant beau talent. Est-ce que ça va. C'est ça. Est-ce qu'avec le Canadien, cette seconde vie va pouvoir lui permettre de se frayer un chemin et d'être intéressant là, au niveau de la Ligue nationale? Écoute. Je pense qu'on peut s'attendre qu'ils vont l'essayer. Hein. Quand même, Gorton est allé le rechercher. C'est lui qui l'a repêché avec les Rangers. Donc là, rendu avec les Canadiens, d'après moi, ils vont vouloir lui donner une petite chance. Là. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Puis après ça, ben, on va voir. Oui, j'ai super hâte de voir ça là aussi. Moi, je veux voir Mailloux. Je veux voir Mailloux tout défoncer. C'est ça que je veux faire. C'est lui que je vais regarder. En tout cas, dans les trois matchs, s'il peut en jouer quelques-uns, s'il peut jouer les trois, ça serait le fun. Là. On va voir, là, parce que c'est 3 matchs rapprochés quand même. Oui, mais c'est sûr que je vais jouer plusieurs minutes, là, on s'entend, là, je suis convaincu là-dessus. Ouais. Encore là, je pense que le plan qui joue à Laval pour lui, surtout, tu sais, Mailloux, c'est surtout qu'il a manqué des années de hockey importantes, là, parce que si on regarde son gabarit, si on regarde sa force physique, si on regarde juste ces points-là, je pense que c'est un gars qui a le physique mature pour jouer dans la Ligue nationale. Il y a déjà un tir de la Ligue nationale. C'est ça, là. Il y a des points qui est déjà de Ligue nationale. Maintenant, c'est sa défensive qu'il faut vraiment qu'il la mette un petit peu plus haut au niveau. Là, parce que je pense même pas. Je pense que Jacky est au-dessus de lui là, au niveau défensif. Ouais, ben oui. Jacky est un joueur. Bon, on parle de ses points souvent, là, mais c'est un joueur qui est assez sûr au niveau de sa défensive. Puis, souvenez-vous à quel point on a été surpris de ses qualités offensives, même, avec Jacky par moment. Puis c'est pas compliqué, c'est simplement parce qu'il mettait la rondelle au filet. That's it. Exact. Il faisait pas le plus gros lancer du monde, il faisait juste la mettre au filet. C'était souvent des tirs du poignet. Là. Ça marchait, là. Ça marche de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de trafic devant les gardiens. Puis, veut pas, juste un tir du poignet, c'est plus rapide souvent qu'un slap shot. Ouais, ben, tu sais, c'est la raison pourquoi, personnellement, je crois qu'on n'est plus à l'ère des Sheldon Surrey et Piquet Souban de ce monde au niveau de la défensive. Là. Même Weber, là, je veux dire, un gros lancer. Oui, c'est impressionnant. Un gros one-timer de la pointe. Là. C'est super le fun d'avoir des buts comme ça. Mais est-ce que c'est la façon la plus efficace de faire des buts dans la Ligue nationale? Je pense qu'on est rendu très loin de ça présentement. On va être bien plus avec des retours au filet. On va être bien plus avec faire déplacer rapidement le gardien de but et le battre sur son déplacement latéral. On va être bien plus dans des situations comme ça où un passeur à la Markov, un passeur à la Reinbacker peut-être éventuellement, ou à la Lane Hudson vont pouvoir faire une grosse différence au niveau du power play. Bien plus que les shooters. Là. C'est ça. Quand on parle de la nouvelle réalité du hockey, ça en fait partie de ça. Le jeu a changé, a évolué. Puis les nouveaux styles de défenseurs, c'est ça. Là. C'est des défenseurs ultra mobiles, quand même rapides, mais qui pensent
tir du poignet, qui pense à ouvrir les lignes de passe beaucoup. Donc, c'est moins des gros gars pesants à la slap shot, malgré qu'il y a toujours sa place pour ça, là, des Mayou, entre autres. Ben oui, il va toujours en avoir, là. C'est ça, même moins. C'est ça. Oui, parce que, tu sais, je pense qu'on est de plus en plus conscient dans la Ligue nationale du coût d'un lancer dans baie vitrée. Oui, C'est souvent quelque chose qu'on n'est pas nécessairement, mais en tant que partisan, là, qu'on n'est pas nécessairement alerte à quel point un lancer dans baie vitrée puis une récupération de rondelle à l'équipe adverse dans ces cas-là, et ça arrive très souvent. Là. Quand on manque même en avantage numérique, quand il y a un lancer de la pointe puis que la rondelle n'est pas sur le filet, ça arrive souvent que c'est l'équipe adverse qui récupère la rondelle puis que ça coûte un 30, 35, 20, 15, 20, 30 secondes pour te replacer puis avoir une opportunité de marquer. Donc, c'est un très bon point. Je pense qu'on est de plus en plus conscient de ça. Puis je pense que c'est le 3 contre 3 qui nous a amené à être encore plus conscient de ça. Ah oui. Hein, le nombre de fois qu'un lancer de Petri est arrivé dans baie vitrée puis qu'il y a eu un retour de l'équipe adverse, puis c'est vrai dans les deux sens. Ça. Je dis Petri parce qu'on a vu gros aller le Canadien, mais c'est ça. Non, tu as tout à fait raison. Là, je voulais parler vite, là, les Blancs contre les Rouges, 24 septembre, événement, en fait, au Centre Bell. Donc, ça va être entre la saison des recrues, le camp d'entraînement des recrues et le vrai camp va déjà avoir commencé. Donc, ils font un match. Puis là, gros événement, Frank Well, allez voir son show une fois de temps en temps. Il fait tirer des billets. Là. On va être une grosse gang là-bas. On a au moins 24 billets là, de prix là, dans la même section. On va avoir du gros fun. Là. On est le 7 septembre aujourd'hui. Une paire de billets qui a été tirée hier, justement. Donc, prenez le temps d'aller voir le podcast de Frank. Écoutez le show. Vous allez l'entendre. Le concours se présente. Participer. Puis... Toute l'équipe de Frank Well va être là. Nous autres, on va être là. Il devrait y avoir d'autres chroniqueurs de Mordus de hockey aussi qui vont pouvoir y aller. Donc, ça va être un gros happening pour lancer la saison finalement pour le camp d'entraînement qui est le 21 septembre pour le Canadien. Donc, ça commence le 21. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte de ça, pour vrai. Là. Écoute, on en mange du hockey, c'est pas pour rien. On a vraiment hâte, ça commence. Je trouve que la saison morte a été un peu, même s'il y a eu des belles nouvelles là, ici et là, on a eu des choses à discuter avec la retraite de Bergeron, avec en tout cas l'échange de Petrie, Carson. Il y a eu quand même quelques moves intéressants à discuter au cours de l'été. Sauf qu'il est temps d'avoir des matchs. J'ai hâte d'en voir du hockey. Oui. Puis tu sais, c'est comme l'Europe est déjà commencée, donc il y a déjà des saisons là, qui ont fini leur camp d'entraînement puis leur match hors concours, tout ça. Fait que c'est déjà entamé. On a juste à penser à Mishkov qui a déjà été retourné. Je pense qu'il est déjà, c'est déjà fait, si je ne me trompe pas. Écoute, il est déjà retourné à son ancienne équipe. J'ai lu 4-5 articles là, en lien avec ça, là, à quel point ça allait pas bien le temps de jeu et vice-versa. Ouais. Mais bon, on en parle. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils vont en parler de Bédard Mishkov cette année. Ça, c'est certain. Ah oui, ça, c'est clair. On va avoir du matériel à regarder Bédard aussi. On va vous en parler, c'est sûr, certain, ça aussi. Mais c'est ça. Puis moi, j'espère voir des joueurs qui vont donner le coup de pied dans le derrière à des Armia puis à des Josh Anderson là, pour performer. Anderson, il performe, mais quand même, là, c'est quand même un match sur 3, là, je pense, en général, c'est Anderson. Là, c'est pour ça que là, je veux voir au camp d'entraînement, je veux voir des jeunes pousser, puis on le sait qu'ils ne les garderont pas, là, puis tant mieux, mais je veux les voir pousser pour que dans la tête, là, ça leur dise là, hey, ta place n'est pas assurée, il faut que tu travailles. Puis tu sais, il ne faut pas oublier aussi, là, je fais une parenthèse, mais tu sais, Hoffman, l'an passé, si vous regardez les statistiques avancées, les points par match, il n'a vraiment pas si mal performé que ça, là, en plus. Là. Donc, dans les circonstances, si on regarde les statistiques, il n'était pas si mauvais que ça. Mais tu sais, je pense que c'est tout le reste qui n'était pas attrayant pour nous, partisans du Canadien. Puis, c'est un peu la même situation avec Josh Anderson. C'est un peu la... Tu sais, Joel Armia ne performe pas, lui, par exemple. Mais, c'est ça. Oui, il y a un match. Oui, non, c'est ça. Mais un match qui va faire 4 buts, puis après ça, on n'entendra plus parler. Mais, à la fin de la saison. C'est ça. Mais, tu sais, je pense que la nuance est là, exactement, en fait, avec ces gars-là. Là. Anderson, c'est pas parce que c'est un mauvais joueur de hockey, puis c'est pas parce qu'il peut pas intéresser d'autres équipes. C'est juste que, clairement, je pense qu'avec ce qui se dessine chez le Canadien, c'est clairement plus le genre de joueur qu'on a besoin puis qu'on veut construire avec. Donc oui, on veut quelqu'un qui va avoir un bon gabarit, quelqu'un qui va être capable de s'impliquer physiquement, mais on veut bien plus un joueur qui va être placé à la bonne place au bon moment, qui va prendre la bonne mise en échec et non pas la mise en échec qui va coûter un surnombre. On veut bien plus ce type de joueur-là que les joueurs qui vont tout donner
puis juste tout donner sans réfléchir à ce que c'est tout donner, dans le fond. Exact. Non, je suis bien d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est là qu'on va savoir aussi les recrues parce que si vous ne le savez pas, on fait un top 25 des prospects qui devrait commencer ce dimanche. Donc, si vous écoutez l'épisode, on est vendredi en ce moment. Oui. Puis, donc, pour nous, on est jeudi, là, mais on est vendredi. On est vendredi. Donc, dimanche matin, on va sortir le premier épisode donc, du top 25 des prospects du Canadien. Puis tout au long du mois, on va avoir les prospects qui vont sortir. Fait que là, venez pas nous dire là, hey, il est bien meilleur que dans votre liste. Là. On le sait, les joueurs, ça va évoluer très vite. Puis on va refaire cet exercice-là rendu au milieu de l'année, donc en janvier environ, là, pour justement remettre le monde à sa bonne place. N'oubliez pas qu'il y a certains gars là-dedans aussi qu'on manque un peu d'informations quand on fait des recherches, là, donc surtout les Russes. Là, donc ça risque de s'améliorer. Konyushkov, là. C'est ça, là. Ça risque de s'améliorer. Ça risque de s'améliorer en cours d'année quand il va y avoir plus de vidéos de ces gars-là et ainsi de suite. Mais c'est ça. Oubliez pas qu'il y a beaucoup d'informations qui nous manquaient quand on a fait le premier jet de ça. Là. Ben, le meilleur exemple, c'est comme il y a un article récent qui vient de sortir du fait que Konyushkov, justement, nous, on l'a classé un peu plus loin. Là, il est très bas dans notre classement. Je pense que c'est le 25e. Là. Je pense que c'est le dernier, carrément. Faut pas le dire. Ah, là! C'est ça. Donc, spoiler, c'est le 25e. Mais c'est pas parce qu'on pense qu'il n'est pas bon, là, pas du tout, mais on n'avait pas toute l'information. Puis évidemment, là, on le sait, quand ils en ont parlé dans le show du repêchage, le Canadien en ont parlé. C'était un joueur que finalement, ils voyaient beaucoup plus haut que la plupart des autres équipes, même. Oui. Puis, une des raisons, ils ont parlé, c'est c'est-tu le coach en chef ou. En tout cas, il fait partie de l'équipe dans laquelle Konyushkov fait partie, c'est Larionov. Donc, un excellent joueur, un grand joueur, en fait, temple de la renommée. Puis, ils sont allés parler à l'avance. Voir est-ce que c'est un joueur qu'on devrait prendre. Puis, comme on a dit, en fait, là, dans notre épisode, c'est un joueur super intelligent. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un modèle un peu à la Ramanov, là, dans le sens où un peu... il performe bien junior, mais il y a gros du monde qui ne le voit pas nécessairement performer tant que ça adulte. Puis là, c'est le débat à savoir est-ce qu'il va être assez brillant, puis est-ce qu'il va avoir l'éthique au travail pour travailler assez fort pour développer le plafond qu'il a. Hein? On va souvent vous parler de plafond puis de plancher là, de joueurs, de jeunes joueurs là, quand on va parler de potentiel. Mais c'est ça. Donc, est-ce qu'il va vraiment avoir l'éthique de travail pour atteindre le plafond qu'il est capable d'atteindre? Écoute, si ça arrive, surprenez-vous pas d'avoir un gars qui peut ressembler potentiellement peut-être même à Markov, là, selon ce que j'ai pu lire. Fait que ça peut vraiment être un hit intéressant là, en 4e ronde, je pense que le Canadien l'a pris. Oui, c'est 4e. Il me semble que c'est 4e ronde. Là. C'est ça qui parlait en tout cas d'aller le repêcher maximum 4e ronde. C'est peut-être 3e, il faudrait vérifier. Mais dans tous les cas, ce joueur-là, moi j'ai beaucoup d'espoir en lui. La seule chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup de clips à vous montrer. En plein ça. Il n'y a rien qui est sorti ou presque. Là. Mais c'est un joueur qui a été nominé recrue de l'année passée. Donc, il faut y penser. Oui, c'est pas non négligeable. Non, exactement. J'avais un petit sujet, là, je voulais qu'on parle de ça un petit peu. Là. Moi, j'ai une bonne opinion là-dessus, puis je voulais voir la tienne. Ryan Backer s'est amené à Montréal, il est maintenant ici. Il va jouer tout son camp recrue, devrait jouer le camp aussi, le camp régulier, en fait, du Canadien. Est-ce que tu le vois rester en Amérique du Nord, toi? Ou tu penses qu'il va retourner dans la NL? Avec la quantité de défenseurs qu'on a présentement sous contrat en Amérique du Nord, j'ai pas l'impression que c'est la meilleure option qu'on a. Pour les minutes? À cause des minutes pour les minutes de jeu, pour toutes sortes de circonstances qui fait en sorte que il est déjà dans une ligue pour adultes dans la NL présentement et c'est déjà le joueur le plus important de son équipe. Ça, pour moi, c'est quand même significatif. Oui, c'est peut-être pas nécessairement la AHL. Est-ce qu'il serait le joueur le plus important de son équipe à Laval? Écoute, probablement que oui. Là. On ne se mentira pas. Là. C'est quand même ce talent-là, je pense, Ryan Backer. Mais là, on parle d'une adaptation, c'est glaces nord-américaines, toute la même année. Là. L'année où il doit leader cette équipe-là, au niveau offensif, au niveau défensif, il doit s'adapter à la langue, quoiqu'il est déjà assez habile à ce niveau-là, par contre. Là, il nous l'a montré dans ses entrevues et tout. Mais au mode de vie, là, on s'entend, on ne vit pas pareil ici comme on vit, là, c'est en Suisse, son équipe, excuse.
Ben, lui, en fait, c'est pas un Suisse, là, évidemment, Oui, c'est mais un Autrichien, mais je veux dire, son équipe est en Suisse, son je pense, équipe est en présentement. Suisse. La C'est NL, ça. donc la National League, c'est une ligue Mhm. suisse. C'est une des top 5 ligues là, en Europe. Là. C'est ça. Donc, il ne jouera pas dans une ligue de pied de céleri. Là. On parle Non, c'est ça. d'une des top ligues là, là-bas. Là. C'est quand même de quoi de pas négligeable. Là, puis comme je te dis, c'est le leader de son équipe là-bas. Fait déjà à son jeune âge, c'est un peu un calqué au niveau du rôle qu'il aurait à Laval. Écoute, c'est ça. Je sais pas à quel point un est plus positif que l'autre. C'est vraiment dur à dire pour le développement. Écoute, si je me mets côté psychologique, là, moi, à son âge, là, 1 an de plus proche de mes parents, ça paraît. Ben, il a mentionné qu'il voulait aussi finir ses études, qu'il reste 1 an. Mm-hmm. Donc, il finit ses études un peu plus proche. Là. On s'entend qu'il risque de les faire quand même à distance là, avec le nombre de matchs qu'ils ont à jouer. Ben, la NL, ils jouent beaucoup moins de matchs, puis c'est des matchs plus près aussi. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils vont moins de jouer. Voyagement. Oui, il retourne dormir chez lui de toute façon. Oui, là. Donc, la qualité de vie est très bonne là-bas versus s'il vient jouer ici, ben, il va y avoir des matchs, 3 matchs en 4 soirs, des 2 matchs en 2 soirs. Il y en a plus dans le honnêtement, replacez-vous aussi. Là. Je veux dire, 17-18 ans, vous avez été repêché en KHL, puis vous allez vivre en Autriche ou vous allez vivre en Suisse là, du jour au lendemain. C'est pas juste un vol de 6-7 heures là, ou un vol de 3-4 heures là, qui vous permet, je veux dire, sur le même continent. Là, quand même qu'on a un vol de 6 heures, si on n'a pas de décalage horaire, c'est pas pire, là, mais c'est moins pire. C'est ça, c'est quand même taxant d'avoir une visite de ses parents ou d'aller voir ses parents ou d'avoir ce contact-là. Écoute, c'est pas tous les joueurs qui ont cette maturité-là d'arriver puis de dire que OK, je vais changer de culture, je vais aller jouer au hockey puis je vais performer tout de suite en commençant. On l'a vu avec Slavkovski l'année passée. Là. Moi, je l'ai senti un peu s'épuiser rapidement autour du temps des fêtes. Là. Non, c'est normal. C'est un gars de 18 ans. Là. Puis Reinbacker, c'est la même affaire. C'est un jeune de 18 ans cette année. Là. Donc, on oublie souvent ça, je pense. Ouais, on oublie tout l'alentour jouer des matchs, il n'y a pas de problème. Là, ils sont capables de jouer des matchs. Là, ils sont assez forts physiquement. Maintenant, c'est le mental. C'est l'horaire qui est différent. C'est les glaces qui sont différentes. La manière de vivre qui est différente. Là. En Europe, la plupart des Européens là, vivent avec leur famille longtemps. Là. Ils restent ensemble, puis les grands-parents sont là. En Amérique du Nord, c'est complètement le contraire. Là. Les jeunes, c'est le plus vite possible, sont partis de chez eux, vivent dans leur condo. Là. Possible. C'est ça, c'est différent. La mentalité est différente, donc ça fait un gros clash. Là-dessus, je te rejoins là-dessus parce que Reinbacker, il est capable de jouer en Amérique du Nord, capable de jouer dans la HL. Il serait probablement capable de jouer une coupe de match dans la NHL aussi. Là. Il ferait pas mal à personne. Là. Puis tu sais, regarde là, on a parlé d'Irichek puis Simon Nemec un peu plus tôt. Je pense que c'est un peu la même situation au final. Là, est-ce que ces gars-là sont arrivés en AHL puis ont performé? La réponse est oui. Là, ils ont été même très dominants les deux en AHL. Donc, je suis convaincu que Greenbacker ferait la même chose. Là. Puis que le temps d'adaptation pour la glace nord-américaine, là, 2 semaines, puis c'est fait. Là, je veux dire, je crois que c'est ce genre de joueur-là, personnellement. Mais si tu lui donnes le choix, puis si tu donnes les capacités, puis si tu regardes ton organigramme, puis à quel point tu n'es pas pressé de l'avoir ici, ben crime, pourquoi qu'il ne reste pas avec sa famille, puis qu'il reste pas. En tout cas, moi, si je pense. Une année de plus. Là, c'est l'être humain, là. Okay? C'est l'être humain qui parle, c'est pas nécessairement le businessman ou le gars qui est hockey, là. C'est vraiment l'être humain qui parle. Je pense que Kent Hughes nous a montré que ce côté-là de l'être humain est plus important que la game. Que bien d'autres équipes vont gérer. Puis je pense que c'est ça qui va faire en sorte que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on va être capable d'avoir un joueur autonome peut-être intéressant qui va venir et puis qu'on va avoir des joueurs qui vont être intéressés à venir se greffer à ce noyau-là. Un joueur qui va lever sa clause de non-échange pour venir jouer avec ce noyau-là puis vivre cette expérience-là de OK, une équipe qui se soucie de moi psychologiquement, physiquement, pas juste, même si je gagne 8 millions par année. Hein, je pense que ça a environnement. Je pense que ça n'a plus rapport rendu là, les millions, là, quand on se ramène à être un être humain. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Je pense que c'est quelque chose qui est inestimable et inquantifiable sur un contrat. Moi, j'aime ça voir la direction que l'équipe semble prendre. Bon, évidemment, ils ont ramené vite là, Slavkovski, donc je pense que ça, c'était quelque chose de différent, c'était une approche un peu différente de ce que mais je pense qu'ils ont la majorité des autres joueurs. Là.
Je pense qu'ils ont hébergé beaucoup sa famille aussi. Là. Je pense qu'ils ont Ouais, permis ouais. beaucoup, même Méchard, là, je pense qu'ils ont vraiment aidé tout ce qui est les gens alentours à être plus près des jeunes. Là. Puis, Ouais, ouais. c'est pour ça que je dis, je pense que c'est la tangente qu'on a l'air de prendre là, pour le futur. Là. Exact. Puis tu sais, dans le cas de Ryan c'est que l'affaire, c'est qu'il n'y a rien à apprendre s'il va dans le CHL. Donc, s'il va avec les juniors, il n'y a pas grand-chose à apprendre là. Non. Donc, pour lui faire apprendre une patinoire plus petite, je ne suis pas sûr que ça vaut tant l'intérêt que ça, surtout avec un joueur intelligent comme Ryan Backer. J'ai l'impression qu'il va s'adapter super vite. Puis il n'y a pas de presse, là. Lane Hudson n'est pas là. Mayu devrait rester dans la Ligue américaine lui aussi. Ouais. Donc, la plupart des joueurs qu'on voit plus tard être sur le top 4 ne sont pas là non plus. Là. C'est ça. Puis, tu sais, t'as encore 2 ans de contrat pour Savard, t'as encore 2 ans de contrat pour Matheson, t'as encore, tu sais, écoute, là... Il y a congestion, là. C'est ça, là. Puis, tu sais, quelqu'un qu'on n'a pas parlé gros, nécessairement, dernièrement, puis que, tu sais, là, j'ai vu le podcast à Frank hier, tu sais, Justin Barron, là, on est prêt à le gonner tout de suite, là, on est prêt à le flyer, puis, hey, Barron, là, des points par match, là, l'année passée, il est dans le top 30 de la Ligue nationale au complet. Il a joué 30 games. On peut-tu lui donner... la couverture, oui, on peut-tu lui donner là, le feu vert? Là? Moi, je vous le dis, là, il va jouer avec Goulet cette année, puis cette paire-là, là, vous allez baver, gang, quand vous allez voir jouer ces deux gars-là ensemble. Vous allez baver, puis vous allez faire comme « Ah, finalement, Justin Barron, t'es un bon petit défenseur. » Mais il est ça. bon. Sidney Crosby avait raison. Oui, mais c'est ça qui va arriver, tu sais. C'est qu'on évite à gonner quand les performances sont pas au rendez-vous, puis que... Anyway, c'est jamais. Il n'y avait pas de place pour lui l'an passé. Puis oui, il n'a pas bien performé en début d'année. Fait que, tu sais, d'une pierre deux coups, nous, on voit l'échange de Lekonen, un joueur qu'on aime gros de même, mastic, on a le cœur qui... C'est ça. Ouais, fait que là, on voit lui arriver, puis on fait comme, ben là, on a perdu cet échange-là. Ben, attendez un petit peu, là. Parce que Barron, si on lui donne du temps de jeu, puis s'il performe, puis là, la monnaie d'échange là, pour après là, aller chercher. Ben là, regarde, on a Harris, on a Barron, on a. Ouais, il y a plein, ça s'accumule, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui va se passer dans cette défensive-là. Là. Fait écoute. Faut juste laisser la chance à ces jeunes joueurs-là de performer à la hauteur de leur talent. T'sais. C'est sûr que on va suivre ces joueurs-là toute l'année, là, surtout s'ils jouent avec le Rocket, sont avec le Rocket ou ailleurs. Mais Barron, Harris, Goulet, c'est tous des jeunes, je pense, qui vont avoir leur chance dans la Ligue nationale là, de se prouver un peu plus. Puis pendant ce temps-là, ben, on va avoir nos Mayu, nos Reinbacker, nos Lane Hudson, puis tous ces défenseurs-là qu'on on a juste hâte qui arrivent. Là, ils vont maturer. Il faut être patient. Il faut être patient. Là. On n'est pas habitué parce qu'on se fait habituer, nous autres, plutôt à nous les garrocher, là, les Kotkaniemi puis les Galchenyuk et compagnie. Là. Oui. Mais je pense que là, ça a changé. Là, puis la mentalité, ça va être le mental en premier, puis s'assurer que les gars se développent comme il faut. Oui, parce que tu sais, faire de la place de contrat, puis si ça, regarde, vous l'avez vu, là, le Canadien est capable de se débrouiller. S'il y a vraiment besoin de se débarrasser d'un joueur, ils l'ont fait. S'il y avait besoin de libérer une place, depuis que Kent Hughes est présent, il l'a fait. Puis, tu sais, oui, on aurait aimé ça des fois que ça se fasse avant, que ça se fasse plus vite, genre à date limite des transactions l'an passé, mais en même temps, si tu n'as pas un prix qui est intéressant à ce moment-là, regardez comment que ça a été quand même plus payant de pouvoir, même en relation, là, même en termes de relation avec les autres DG, là, à quel point ça a été plus payant de passer Hoffman puis Pitlick dans un échange pour permettre aux Pingouins de mettre la main sur Carson que de s'en être débarrassé pour un choix de 7e ronde l'an passé tout de suite. Là. Fait que là, tu es en train de me dire qu'il y aurait des chances qu'on ait Crosby éventuellement. Ben, écoute, je ne suis pas convaincu que c'est winner au niveau de la marque de commerce de Pittsburgh, ça là. Non. C'est sûr que d'avoir un an ou deux Crosby qui vient se greffer à ce noyau-là pour justement peut-être un sprint en série, ça pourrait être super drôle et super le fun à voir, mais bon. Ah, mais ça me fait rire parce qu'on parle tout le temps de ça. Hein? Bergeron va venir à Montréal. Malkin va venir à Montréal. Le seul moyen que ça va arriver, là, c'est un échange. Puis là, la discussion qui est intéressante, c'est que Lafrenière a signé un contrat de 2 ans. Ça permet... Les contrats de 2 ans, là, c'est la plus belle affaire au monde pour échanger un joueur. Ben oui. C'est la raison pourquoi tu vas signer un contrat RFA à un gars de Harris a signé 2 ans. Ben, c'est pour ça que je m'attends à le voir partir cette année, personnellement. Mais bon, ça, c'est... Parce que
en termes de salaire, en termes de renégociation de contrat aussi. Parce que là, il va tomber RFA, mais je veux dire, tu sais, à la fin de la négociation, tu peux la commencer un an avant. Un an avant. La fin du contrat. Tu peux déjà commencer. Fait que, écoute, là, ça devient un bijou, un bonbon à donner à d'autres équipes parce qu'ils ont toute la latitude nécessaire de s'entendre avec ce joueur-là après. On peut même s'entendre avec pour l'autre équipe, comme Dubois, c'est arrivé. Là. Oui. Dubois, il restait un an. Puis ils l'ont signé 8 ans, puis ils l'ont renvoyé là. Oui, mais c'est quand même des négociations plus laborieuses là, quand il faut négocier le contrat à travers le truc. Puis c'est pour ça que c'est des choses qui arrivent en saison morte, souvent des échanges comme ça. C'est ça. Il restait un an de RFA, là, je veux dire. Là, exact. Dans le sens qu'il était, après ça, donc ils ont racheté un an de RFA, puis cette autre année, ben, c'est tout du UFA. Fait que c'est pour ça que ça coûtait cher, évidemment. Trompez-vous pas que si Harris disparaît en cours d'année chez le Canadien, là, il y a de la place. Il y a de la place. Il y en a d'autres joueurs qui peuvent embarquer puis prendre le main spot. Est-ce qu'on aime Harris? Est-ce qu'on aimerait le garder? Oui, mais Colin, à un moment donné, c'est ça. Dont des joueurs qui vont se ramasser dans notre top 25 des prospects, parce qu'on n'en parle pas tout le temps, là, mais il y en a des bijoux là, qu'on n'entend pratiquement jamais parler, des défenseurs droitiers, des défenseurs gauchers, puis des défenseurs droitiers, là, on s'entend-tu qu'on en a là, une pelle là, maintenant? Là? Maintenant, on en chercher dans les 2 dernières années. Là. Je vais aller voir. Dans le 25, il n'avait pas loin de 10-12, que c'était des défenseurs. Il y en avait, là. Ouais, c'était tous des droitiers, on dirait. Là, donc, ça finit le show pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. C'était super le fun. Merci beaucoup, Julien. S'il vous plaît, gang. Merci à tous. Partagez ça. Parlez-en. Ça commence. Là, on commence le show. C'est notre deuxième show de la saison 1. On espère en avoir à toutes les semaines des bons shows là, comme ça, puis d'avoir de plus en plus de sujets à parler, évidemment, là, avec le hockey qui recommence là, la semaine prochaine. Là, on va avoir des bons sujets. On va essayer d'aller voir un petit peu toutes les ligues aussi. Fait que, on va essayer de vous en tenir, de vous en donner de toutes sortes du hockey. Exact. Fait que c'est le mot de la fin. Allez voir Frank Well, le podcast, sur Patreon, si vous voulez du contenu exclusif. Là, jeudi soir, ça jase dans le vestiaire. C'est exclusif à 100%. Pour les membres Patreon, donc vous devez être membre. C'est le membre. C'est la loge du président. Membre, non, c'est le en dessous de ça. Là. Ah, c'est celui d'en dessous. Je pense que c'est 5 ou 6 $ par mois. Là, si je me souviens bien, ça doit être le vestiaire des pros. Dans le vestiaire des pros. Ça le dit dans le nom. Merci beaucoup, Julien. À la prochaine. Merci, Seb. Bye bye. Salut.